Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de la Parashat Tetzavé dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rafred, 28e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yud Gimel, verset 13. Donc la Torah continue à nous donner dans le détail la manière dont on doit fabriquer les Bigdei Kehuna, les habits du Kohen. Et là, dans le Pasuk Yud Gimel, la Torah nous dit Ve'asitaï, tu feras mishbetzot za'av, des mishbetzot d'or. Qu'est-ce que des mishbetzot? Alors en français, ça se traduit des chatons. Chaton, pour les orfèvres, ça désigne la cavité que l'on fait par exemple dans de l'or pour placer une pierre après. C'est-à-dire que lorsqu'on fabrique par exemple une bague, on travaille l'or, on y fait une cavité qui est faite en profondeur, et dans cette cavité, on va placer après une pierre précieuse. Donc la Torah nous dit ici de préparer mishbetzot za'av, des chatons or. Rashi nous dit d'abord combien? Ve'asita mishbetzot. Le principe, il est lorsqu'on a un pluriel et qu'on ne nous précise pas combien. Alors miut mishbetzot, que le minimum de mishbetzot qui est au pluriel, c'est shtaim, c'est 2. D'autre part, ce passouk est assez mystérieux parce qu'on ne comprend pas exactement l'utilité de ces mishbetzot za'av, de ces chatons en or. Velo piresh lecha ata, il ne t'a pas expliqué maintenant, beparashazu, dans ce morceau, et la miktsat tsorkan, uniquement une partie de l'utilité de ces mishbetzot, ou beparashat achoshen, et dans le morceau consacré au choshen, qui est plus tard, à partir du verset Chavbet, 22, Gomer lecha pirushan, il va te terminer l'explication exactement où les mettre et quelle utilité. Pasuk Yud Dalet. Maintenant, ces mishbetzot, en vérité, vont servir. Vont servir à quoi? Vont servir à permettre à ce que le choshen, qui est le pectoral, qui était un habit plutôt décoratif, qui était placé au niveau de la poitrine du Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, sur ce choshen, avait 12 pierres qui représentaient les 12 Shiftei Israël, les 12 tribus d'Israël. Il fallait aussi préparer Ushte Charcherot. Il fallait préparer 2 petites chaînes, Za'av Taor, qui étaient fabriquées en or, Migbalot, c'est-à-dire qu'elles seront placées à l'extrémité du Choshen. Ta'ase otam, tu les feras. Ma'ase avot, elles devaient être tressées. Et venatata et charcherot, et tu devras mettre ces chaînettes à avotot qui ont été tressées al amishbetzot, sur les mishbetzot, ça veut dire dans ces chatons en or, afin que l'ensemble va permettre comme d'être un système de fixation pour le choshen. Rashi Yud Dalet, charcherot za'av, donc des petites chaînes en or, shalshelaot, ce sont de petites chaînettes, c'est exactement le même terme, Rashi dit. Charcheraot et shalshelaot, ce sont le même terme. Shalshelaot, c'est le terme qui est employé dans la Mishnah. Rashi va revenir plus tard sur le sens, l'étymologie du mot charcheraot. Migbalot, les sofs, elles devaient être placées aux extrémités gvul à choshen, du bord du choshen. Ta'ase otam, tu les feras. Maase avot, alors ça devait être tressé. Maase kliyat chutim, c'est-à-dire, c'était de manière à ce qu'on faisait tresser les fils, comme on fait pour la chala, ou comme les jeunes filles font avec leurs cheveux. Velo maase nekavim ou kfalim. Ça ne devait pas être une chaîne faite avec des trous, c'est-à-dire comme des maillons qui rentraient les uns dans les autres, qui est otam chez osim les borot, comme les chaînes que l'on fait pour les puits. Pour retenir le seau, on fait des chaînes. On a aujourd'hui aussi, par exemple, comme certaines chaînes que l'on fait pour les vélos, où c'est des maillons qui rentrent les uns dans les autres. Non, il faut faire une chaîne, mais les fils de cette chaîne devaient être tissés. Et là, keotam sheosim les hardeskaot, comme les chaînes que l'on fait pour les hardeskaot, shekorim qu'on appelle
Ensensrio, bon, dans certains Chumashim en français, c'est traduire encensier. Donc, ces Ardeskaot étaient retenus par une petite chaîne, et cette chaîne, elle était tressée, et pas comme l'autre chaîne fait avec des maillons les uns dans les autres. Alors, sur le mot Ardeskaot, il semblerait que ça soit un encensoir, c'est-à-dire qu'à la fin des repas, ils avaient l'habitude d'amener un petit ustensile en fer, dans lequel ils mettaient des braises et des encens, ils appelaient ça le mugmar, et c'était retenu par une espèce de petite chaîne, et cette chaîne, elle était faite de manière tressée. J'ai vu aussi dans un autre livre qui explique Rashi, un livre qui s'appelle Rashi Kipshuto, lui il dit que Ardeskaot c'était un sac, et le sac il a une espèce de cordelette qui ferme le sac. Cette cordelette était faite avec des fils qui étaient tressés. En tout cas, cette chaîne devait être faite avec des fils en or tressés. C'est ce qui est important pour nous. Venatata et charcherot, et tu mettras donc ces petites chaînes qui ont été tressées, chez la avotot, à suyot maaseavot, qui sont faites de manière tressée, où tu les mettras al mishbetzot alalou, sur ces mishbetzot, sur ces chatons d'or. Et Rachid expliquait, velo zeu makom tsavat asiatan, shel charcherot, c'est pas ici, makom l'endroit, tsavat asiatam, où on nous donne l'ordre de les faire, shel charcherot, de ces deux petites chaînettes, velo tsavat kliatam, et ni l'ordre de les fixer. Ve'en ta'ase amurkan lachon tzivouy, et ici ta'ase ne doit pas se traduire tu feras. Ve'en venatata amurkan, et tu mettras ici le venatata ne doit pas se traduire lachon tzivouy par un ordre, et là lachon atid. Mais ici c'est dans le sens plus tard tu feras, plus tard tu fixeras. Qui beparashat achoshen, car dans le paragraphe réservé au choshen, qui est un petit peu plus loin dans la paracha, choser ou metzaveu ala siatam ve'al kviatam. Choser ou metzaveu, il revient lui ordonner ala siatam sur la fabrication de ces chaînettes, ve'al kviatam, et sur l'endroit où les fixer. Alors à ce moment-là, pourquoi écrire ici quelque chose qui de toute façon va être répété plus tard? Velo nirtav, et on a écrit kan ici, et là leodiacha, c'est seulement pour te faire savoir. Miktsat tzorecha hamishbetzot, miktsat tzorer, pardon, hamishbetzot, une partie seulement de l'utilisation de ces mishbetzot, chez Tziva la asot imaifod, qu'il a ordonné de faire avec le ephod, fait katav lecha zot, et il t'a écrit ça, l'omar lecha, pour te dire, hamishbetzot alal, ou ces mishbetzot, ces chatons d'or, yuske kulecha, tu en auras besoin, l'ercheta ase, charcherot, mikbalot à la chochen, lorsque tu vas faire les chaînettes d'or pour le chochen, à ce moment-là, titenem hala mishbetzot alalou, tu les mettras dans ces mishbetzot. Donc finalement, on nous dit de préparer mishbetzot et charcherot, mais c'est pas de les préparer maintenant. On nous prévient que, étant donné que tu as préparé les mishbetzot, et il faudra aussi préparer des charcherot qui, l'un dans l'autre, va permettre de fixer le choshen. Nous allons maintenant étudier l'ordre de fabrication du choshen, le choshen que l'on traduit pectoral. Pasuk tetvav ve'asita, et tu feras choshen. Choshen, c'était un habit, entre guillemets, qui servait beaucoup plus d'ornement que le Kohen Gadol avait au niveau de sa poitrine. Et ce choshen, il est appelé mishpat aussi. C'est choshen, mishpat, le choshen du jugement. On verra dans Rashi pourquoi. Ma'aseh choshev, donc c'était une œuvre d'artiste. Choshev, ça veut dire que c'était pensé. C'était comme, par exemple, pour la parochet, où d'un côté, il y avait la forme d'un lion, et de l'autre côté, il y avait la forme d'un aigle, c'est-à-dire qu'on doit être capable de faire que cette œuvre, entre guillemets, soit d'un côté avec une certaine forme ou un certain dessin, et de l'autre côté, ça doit être différent. C'est pour ça qu'on appelle ça Maaser Choshev,
C'est quelque chose qui est très très particulier, qui demande beaucoup de réflexion. Donc c'est une œuvre d'artiste. Kema Asefod. Alors pour les fils avec lesquels on allait fabriquer le Choshen Mishpat, c'était les mêmes que pour le Ephod. Ta'asenu, tu le feras, c'est-à-dire fil de Zahav, d'or, Techelet, de bleu azur, Ve'argaman, de rouge pourpre, Tola Hachani et de rouge écarlate, Veshesh Mojzar et de lin rotor, Ta'ase Oto, tu le feras, tu feras le Choshen. Je ne vais pas revenir sur la fabrication du fil lui-même, chaque fil était multiplié par 4 et tous étaient mis ensemble, ce qui faisait une espèce de fil qui était lui-même composé de 28 petits fils. Un petit peu d'or, un petit peu de techelet, un petit peu de argaman, un petit peu de tola hachani et un petit peu de shesh. Donc, veshesh mojzar ta'aseoto et de l'un rotor ta'aseoto, tu le feras. Rachid Edvav, Choshen Mishpat. Pourquoi on l'appelle Choshen Mishpat, le pectoral du jugement, chez Mechaper, car il vient pardonner, il vient expier al kilkul adin, si la justice a mal été rendue. Donc Choshen Mishpat vient pardonner surtout ça arrive des fois, les mauvais jugements. Davar acher, autre explication, Mishpat, donc justice, chez Mevarer Devaro, qui rend la chose plus claire, Ve'aftachato emet, et sa promesse de vérité. Ici, on parle de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Quand on avait un doute, on pouvait interroger le Choshen Mishpat qui nous clarifiait la parole de Dieu, entre guillemets. Par exemple, aller à la guerre ou pas aller à la guerre. Alors, en vieux français, c'est dristetmen, discernement en vieux français. Sham Mishpat, car ici le mot Mishpat, Meshamesh, peut être expliqué Shalosh Leshonot de 3 manières différentes. C'est-à-dire que lorsque on va rencontrer dans toute la Torah le mot Mishpat, on peut lui donner 3 sens. Divrei ta'anot balei adinim, les paroles, des arguments des personnes qui sont dans le din, des personnes qui sont en conflit. Mishpat, c'est donc la présentation des arguments. Ugmaradin, le verdict aussi est appelé Mishpat. Ve'onesh adin, et la punition, la sanction, elle aussi est appelée Mishpat. Im onesh mita, par exemple, si une personne est condamnée à mort. Im onesh karet, ou si une personne est condamnée à être excommuniée. Im onesh makot, ou si une personne est condamnée à être frappée. Makot. Im onesh mamon, ou bien si la personne est condamnée à payer une somme d'argent. Donc Mishpat peut vouloir dire 3 choses. Veze meshamesh lachon berur dvarim. Ici, le mot Mishpat doit être compris comme le premier sens, c'est-à-dire clarification des choses. C'est comme lorsque les Baal et Dinim, les personnes qui sont en conflit, exposent leurs arguments. Chez Mefaresh, car il explique, ou Mevarer, et il clarifie Dvarav, ses paroles. Donc, on a vu ici 2 manières d'expliquer Choshen Mishpat. Maintenant, ce Choshen, il devait être fabriqué avec des fils. Ces fils, ça devait être Kema Asefod, comme les fils qu'on a utilisés pour le Ephod, Maase Choshev, et en plus c'était un travail d'artiste, ou Mechameshet Aminim, et avec les 5 variétés qu'on a parlé précédemment. Donc voilà pour l'utilisation des fils. Maintenant, sa forme et ses mesures. Pasuk Tetzain, Ravua Yé, il sera carré, kafoul, doublé, c'est-à-dire que on va le faire d'une certaine mesure et après on va le plier dans sa longueur. Zeret orko ve zeret orbo, un zeret de longueur et un zeret de largeur. Alors zeret dans les traductions en français, un zeret c'est épan, épan en tout cas ça signifie la moitié d'une amas, une demi-coudée. Donc une fois qu'il est replié, ce tissu-là, fabriqué avec de l'or, etc., il fait un zéret de long et un zéret de large, un carré parfait. Rachid expliquait zéret orko et zéret orbo, kafoul, lorsqu'il est
doublé. Umutal lo lefanav, et il sera placé devant lui, keneged libo, au niveau de son cœur, au niveau de la poitrine, chez Neymar, comme c'est marqué, vehayu al lev Aaron. Ils seront sur le cœur d'Aaron. Donc comment il retenait? Taloui, bekitfot aifot, il était suspendu aux épaulettes du éphod qu'on a étudié hier, abaot meachorav qui venait par derrière, al ketefal sur ses épaules. On se rappelle que c'est donc cette espèce de bretelles qui étaient fixées au éphod. Éphod, c'était l'espèce de tablier qu'il avait dans une partie du dos jusqu'en bas du corps, par l'arrière. Venik palot veyordot, et elle se repliait, elle tombait, les fanaves, méat, devant lui un petit peu, donc les épaulettes, elles étaient juste un tout petit peu plus bas que le niveau de ses épaules. Ve'achoshen taloui baem, et le choshen va être attaché, suspendu à ces petites bretelles, becharcherot vetabaot, par des chaînettes et par des anneaux, que mo shemefourash bainyan, comme cela expliqué dans le sujet précisément. Maintenant, ce Choshen Mishpat, il va être fait de manière à ce qu'on va y placer des pierres précieuses. Pasuk Yudzain. Ou mille tabo, et tu vas le remplir. Milouat even, en faisant rentrer des pierres précieuses pleines. Alors on va voir ce que ça veut dire. C'est pas les pierres qui sont pleines, c'est-à-dire que le petit espace qui était réservé aux pierres précieuses doit être fait en sorte que lorsqu'on met la pierre précieuse dans cet espace creux, alors l'espace va recouvrir toute la profondeur de la pierre pour que ça ne dépasse pas trop. Arba Torim, il y avait 4 rangées. Aven, 2 pierres. Tour, sur une rangée, Odem. Odem, c'est un rubis. Piteda, c'est une topaze. Uvareket, c'est une émeraude. Atura Echad, la première rangée. Yutret, Veatour Hacheni, maintenant la deuxième rangée, Nofer, Sapir, Veyalom, une malachite, Nofer, Sapir, un saphir, Veyalom, un diamant, un brillant. Pasuk Yutet, Veatour Hachelishi, la troisième rangée, Lechem, une opale, Chevo, une agate, Veachlama, et une améthyste. Veatour Arevi, et la quatrième rangée, Tarshish, une chrysolite, Veshoam, une pierre de Shoam, Veyashve, un jaspe, Meshubatsim Zaav Yu, ils seront fixés dans l'or, Bemilou Otam, lorsqu'ils seront complètement remplis par l'or qui est autour. Alors, volontairement, je n'ai pas tout de suite lu Rashi, je vais reprendre le Rashi Yudzaï, ou milieu tabo. Alors le mot tu rempliras, al-shem, sur le fait chez Avanim que les pierres, mais malhot, elles remplissaient gumot, les creux, hamish betzot, des chatons, ametukanot laem, qui étaient préparés pour y déposer chacune des pierres, koreotam, c'est pour ça qu'on l'appelle, belachon milouim, que ça remplit. Dans un bon français, ça s'appelle sertissure, c'est-à-dire que la pierre, elle va complètement remplir l'espace qui lui a été réservé. Alors, concernant le nom des pierres, j'ai pris la traduction du fromage de la librairie Ness. Et on sait très bien que il y a des fois des différences sur le nom des pierres ou sur même la couleur des pierres. Donc j'ai essayé plus ou moins d'être proche de ce qui est le texte. Cependant, je dois vous dire qu'il y a un midrash, Rabbah, et c'est aussi amené dans Rabbeinu Bechaye, pas ici mais dans un autre endroit, qui nous dit la couleur des pierres. Odem, c'était une pierre de couleur rouge. Piteda, c'était une pierre de couleur verte. Bareket, alors Bareket, c'était une pierre qui était en partie blanche, en partie noire et en partie rouge. Donc, avec mes petites recherches, j'ai pas trouvé qu'aujourd'hui, une émeraude correspondait à cela. Peut-être il y a plusieurs sortes d'émeraudes, mais lorsqu'on cherche de manière très très globale, on n'arrive pas toujours au même résultat. Après, on avait celle qui s'appelait Nofer. Nofer, c'est une malachite
D'après le Midrash, c'était bleu azur. Saphir, donc c'est un saphir, c'était, alors il dit, Shachor domé les kachol. Donc ça devait être un bleu marine assez fort. Yahalom, c'est un diamant blanc. Leshem, encore une fois, Shachor domé les kachol, ça veut dire un bleu marine assez fort. Chevo, c'était un mélange de blanc et de noir. Achlama, alors lui il dit que ça ressemblait à la couleur d'un vin clair. Donc ça devait être un rouge un petit peu léger. Tarshish, c'était blanc. Shoham, il dit le Midrash une pierre noire. Yashvé, c'était une pierre multicolore. Donc voilà comment on s'arrange avec cela. Il y a des dessins, je vais en joindre un avec le chiour, un dessin en couleur. En tout cas, voilà pour les noms et voilà pour les couleurs de ce que l'on peut, dans nos petites connaissances, compléter avec ce que nous dit Rashi. Pasuk Rafalef, Vea Avanim, et ces pierres-là, Tiyena, elles seront al-Shemot, avec le nom Béné Israël des Béné Israël. Shetem Esrei, il y aura 12 pierres al-Shemotam, dans lesquelles on va graver le nom des Béné Israël, Pitouch Echotam, gravé en sceau, Ish al-Shemo, chaque homme selon son nom, Tiyena, elles seront, Lishnem Asar Shavet, pour les 12 tribus. Rashi, Ish al-Shemo, Keseder Toldotam, comme l'ordre de leur naissance, Seder Avanim, l'ordre des pierres, c'est-à-dire Odem, la première, c'est la pierre de Réhouven, Piteda, la deuxième, c'est la pierre de Shimon, Vechen Kulam, et ainsi de suite. Rashi est, ma foi, très mystérieux sur le reste. C'est toute une discussion de quelle manière on mettait les pierres, et on a des contradictions, entre guillemets, des fois, entre un endroit où la pierre X avait l'air d'être désignée pour ce chevet ou pas. En tout cas, pour compléter Rashi, je vais juste vous résumer ce que la Gemara dit. La Gemara dit dans Masechet Yoma que, à part les noms des 12 tribus, il y avait marqué Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shifté, Yeshurun. Pourquoi? Parce que dans les noms des Béné Israël, des tribus, il manque des lettres. Il manque le Chet, il manque le Tet, il manque le Tzadé et il manque le Kouf. Étant donné que le Choshen, d'après ce que l'on a compris, servait à éclaircir, entre guillemets, à comprendre mieux les ordres d'Akadosh Baruch Hu quand on avait des doutes, par exemple pour partir à la guerre, il fallait qu'on puisse avoir la réponse avec toutes les lettres de l'alphabet. Et donc on n'a pas de Chet, on n'a pas de Tet, on n'a pas de Tzadé, on n'a pas de Kouf. C'est la raison pour laquelle, pour compléter les lettres de l'alphabet, la Gemara nous dit, on a rajouté Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shifté, Yeshurun. Maintenant, comment c'est écrit? Globalement, il y a deux avis. D'après le Rambam, lorsqu'on a écrit la pierre de Réhouven, on a aussi écrit dans la même pierre Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et dans la dernière pierre où on a gravé Binyamin, on a écrit Shifté Ka, Yudke. D'après le Rambam, la Gemara dans Masechet Yoma ne dit pas qu'il fallait écrire Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shifté, Yeshurun, mais d'après lui, il dit qu'il fallait écrire Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shifté Ka, Yudke, Shifté Ya. Donc d'après lui, dans la pierre de Rouven, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, et dans la pierre de Binyamin, il y a Shifté Ka. D'après d'autres, c'est pas comme ça. Les lettres, elles étaient réparties. Par exemple, le Cheskouni dit que Réhouven, on a fait un Aleph, Shimon, on a fait un Bet, Lévi, on a fait un Resh et même gravé, ce qui faisait dans la première ligne Avraham. Pour Yehuda, on a mis un Yud, pour Issachar, on a mis un Tzadé, pour Zevulun, on a mis un Chet, pour Dan, on a mis Kouf, Yud, Aïn, Kouf. Donc ça finissait Yitzhak et ça commençait Yaakov, etc., etc. Donc on va en rester simplement à l'avis du Rambam, où le Rambam parle de Avraham, Yitzhak, Yaakov dans la pierre de Rouven et Shifté Ka dans la pierre de Binyamin, malgré que ici, dans notre Rashi ici, c'est pas évoqué. Donc vous trouverez des dessins qui vous font comme le Rambam, d'autres qui vous font comme le Cheskouni. Ne vous étonnez pas, est-ce que c'était marqué Shifté Ka ou Shifté Yeshurun? Ceci est la beauté de notre Torah. Chez Vim Panim la Torah, il y a 70 manières. Et donc nous avons essayé d'être, ici dans notre explication, proche de Rashi, qui dit pas plus que le début de l'ordre.
est expliqué selon le Rambam. Donc nous allons voir maintenant comment fixer ce Choshen au éphod. Le éphod, je vous rappelle, c'est l'espèce de tablier que le Kohen Gadol portait à l'arrière de son corps, dont 2 bretelles, entre guillemets, remontées jusqu'au niveau des épaules, et il y avait une ceinture au niveau du éphod, au niveau donc de ce tablier, et donc on va fixer le Choshen, puisque c'est uniquement un habit qui pour l'instant n'a ni manche, ni endroit où le mettre dans le corps. Donc il va falloir attacher ce Choshen au éphod. Donc la Torah nous dit, Ve'asita, et tu feras al à Choshen, pour le Choshen, charchot, des petites chaînes, gavlut, à l'extrémité du Choshen, maaseh avot, qui sont tissées, za'av taor, avec de l'or pur. Rachid expliquait ici le mot al ha-choshen, sur le pectoral. Alors il dit non, c'est pas sur le pectoral. Al ici c'est bishvil ha-choshen, c'est pour le pectoral. Les kov'am pour fixer betaberotav avec les anneaux, c'est-à-dire que les petites chaînes vont être fixées à des anneaux, comme chez Mefourash, les matabaïnian, comme on l'a expliqué précédemment dans le texte. Je vous invite à réétudier une partie de la première montée de Parashat Tetzavé, où c'est très très bien expliqué. Charchot la shon, charché ilan. Le mot charchot ici, c'est la même étymologie que le mot shoresh. Shoresh, ça veut dire une racine. Pourquoi une racine peut avoir la même étymologie que le mot chaînette, charchot? Parce que, en vérité, les racines, elles ont la même utilité qu'une chaîne. Pourquoi? Hameachezim lailan, ça maintient l'arbre, lehachez, pour tenir, ou leitaka, et pour être bien enfoncé, ba'aretz, dans la terre. Af elou, la même chose, ces petites chaînes, yiyu mehachazim la choshen, elles devaient maintenir le choshen. Chez Baem yetaloui baifot, parce que le choshen devait être, grâce à ces petites chaînes, suspendues, accrochées au éphod, Ve'em shte charcherot amurot lemala, ce sont les 2 chaînettes qu'on a déjà parlé plus haut. Il faut vous rappeler au début de notre étude du jour, Benyan amishbetzot, concernant les mishbetzot, les chatons. Maintenant, on n'a pas rajouté des chaînettes, c'est les mêmes chaînettes qu'on a parlé au début de la montée du chéni. Maintenant, Rachid va s'intéresser à l'étymologie. Ve'af charcherot, et même le mot charcherot. Donc ici, attention, c'est charchot et charcherot, c'est un autre mot, qu'aussi on traduit chaînette. Patar Menachem ben Serouk. Menachem ben Serouk, qui était à l'époque de Rashi le spécialiste de la grammaire hébraïque, il avait fait un ouvrage qui s'appelait Machberet, c'est-à-dire que tous les mots, il est classé comme un index en disant l'étymologie de chaque mot. Alors lui, le mot charcherot, il a classé les shon, Shorashim, lui aussi dans le même sens que racine. Maintenant, dans charcherot, il y a 2 resh, char, sherot, alors que dans shoresh, il n'y a qu'un seul resh. Ve'amar she'aresh yetera, il a dit que le resh supplémentaire, que mot même, c'est comme un même. Par exemple, shilshom. Dans shilshom, il y a un même supplémentaire. Ou même chez berekam. Rekam, ça veut dire vide. Vide, c'est rek. Rekam aussi, ça veut dire vide. C'est une lettre supplémentaire. Maintenant, Rashi dit, ok, tout ça c'est très bien, charcherot, tu veux mettre avec shoresh, ve'eniro et devarav. Rashi dit, moi je vois pas que ces paroles sont justes. Rashi n'est pas d'accord avec lui. Et là, charcheret, belachon ivrite, simplement que charcheret, en langue ivrite, hébraïque, que shalchelet, bilshon, mishnah. C'est comme shalchelet dans le langage de la Mishnah. Donc c'est intéressant de voir que ici Rashi, pour le mot charchot, il prouve que c'est de la même étymologie que le mot shoresh, alors que pour le mot charcherot, il prend une autre direction, pas comme celle de Menachem ben Serou, qui simplement il dit charcherot, c'est des chaînettes, point. Chaînettes comme shalchelet. D'ailleurs, je vous invite à regarder le premier Rashi que nous avons étudié au début de la montée, où Rashi expliquait cela, mais sans s'attarder.
Gavlut ou migbalot, ça veut dire, c'est le même sens que migbalot, ça veut dire aux extrémités, à amour les malas qu'on a dit déjà dans le verset Yud Dalet. C'est-à-dire que ce verset-là, Chavbet, 22 complète celui qu'on a vu précédemment. Chez Titkeem Batabarot, que tu vas les fixer dans les anneaux, chez Yu Bigvul Achoshen, qui seront aux extrémités du Choshen. Vechol Gvul, chaque fois qu'on a le mot Gvul, c'est une frontière, ou ça veut dire quelque chose qui est à l'extrême. La Shon Katse. Gvul, c'est extrémité. Une frontière, c'est l'extrémité d'un pays. C'est la dernière limite d'un pays. Achemoul, Bilhaz, ici ils disent au sommet en vieux français. Maasé Avot, Maasé Kliya, ça devait être sous une forme de tressage, de torsade, comme on a déjà expliqué la différence entre les chaînettes qui étaient faites avec plusieurs maillons mis les uns dans les autres, ou bien une corde qui est tressée, comme les cordes que on connaît par exemple dans les bateaux, etc. etc. Pasuk Rav Gimel. Ve'asita et tu feras à la Choshen, donc pour le Choshen, chete taberot za'av, 2 anneaux d'or. Venatata et tu mettras et chete atabaot, les 2 anneaux, al sheneket sota Choshen, sur les 2 extrémités du Choshen. Rashi, al achoshen, ici encore le mot al doit être expliqué, les tzorech achoshen, pour les besoins du Choshen, pour le Choshen, kede les kov ambo, pour les fixer avec. Velo itachen nomar, et on ne peut pas dire chete trilat asiyatan alav. Chete trilat asiyatan, que le début de leur fabrication soit alav sur le pectorat même. Shemken, parce que si c'est ainsi, Maou, chez Choser Vomer, pourquoi il a besoin de dire une nouvelle fois Venatata et chete atabaot, tu mettras les 2 tabaot, les 2 anneaux. Si c'était déjà fait, pourquoi nous le répéter? Valo gvar netunimbo. Ça s'y trouvait déjà, puisque, selon ce qu'on pourrait dire, les anneaux étaient fabriqués à même le Choshen. Ayalo lirtob betrilat amikra, on aurait dû dire au début du pasuk, ve'asita al ketzot achoshen, shteta beotzav, et alors à ce moment-là, le pasuk aurait dû nous dire depuis le début, tu feras sur les extrémités du Choshen 2 tabeotzav, ve'af becharcherot, et la même chose pour les charcherot, tsarich atalif torken, tu dois expliquer que c'était fabriqué à part, et après, on les mettait. Al shene ketzot achoshen lishte peot, dans les 2 angles, chez Kenegadat Savar, qui sont à la hauteur du cou, la Yémanite Velasmalit, à droite et à gauche, à Baïm, et que ça venait se placer, moule, face, kitfot aifot, les épaulettes du éphod. Donc on va rentrer par un système très ingénieux, on va le voir plus tard, le Choshen va être fixé par le haut et par le bas au éphod. Donc la Torah continue à nous décrire le système de fixation par le haut. Donc on est en train de nous montrer comment c'est fixé au niveau des épaules. Pasuk Rav Dalet venatata. Et donc tu vas mettre et chete avotot. Donc ces 2 chaînes tressées. Hazaav d'or. Al chete atabaot. Sur les 2 anneaux. El ketzot achoshen, qui se trouvait aux extrémités du Choshen. Rashi Rav Dalet venatata et chete avotot hazav. Tu mettras donc les 2 chaînes tressées d'or. Em hen charcherot gavlut, sont les mêmes chaînes qu'on avait placées aux extrémités, à Ketuvot les malas qu'on a déjà parlé dans le Pasuk Yud Dalet. C'est pas, la Torah nous demande pas de faire d'autres chaînettes, mais c'est les mêmes. Velo peresh hamakom qui voit en bachoshen, et le Pasuk ne nous a pas précisé où les fixer sur le Chosher, à quel endroit. Arshav mefaresh lecha. Maintenant la Torah t'explique. Sheye tochev otam batabaot, que ça devait faire passer ces chaînettes dans les anneaux. Veteda lecha, et sache shehem hem harishonot, que c'est les mêmes qu'on avait vus en premier. Share be parashat ele pikoudé, puisque dans la parashat ele pikoudé lo ur palou, on n'en a pas parlé une 2e fois. C'est donc qu'il n'y avait que 2 chaînettes et pas plus. Pasuk chaf he ve'et chete ketzot chete avotot, et donc aux 2 extrémités des 2 tresses, titen, tu les mettras al chete hamishbetzot, sur les 2 chatons, venatata al kitfot aifod, et le tout sera placé sur les épaulettes du éphod, el moul panav, au devant de sa face.
On va voir ce que ça veut dire exactement El Moul Panav. Regardons Rashi, Ve'et Shete Ketzot. Donc les deux bouts, les deux extrémités, Shel Shte Avotot, des deux chaînettes tressées. Shene Rachem, alors les deux extrémités, Shel Kol Echat, de chacune d'elles, où tu vas les mettre. Titen Al Shete Amishbetzot. Tu vas les placer dans les chatons. Enhem Haketuvot les malas, ce sont les deux chatons, les deux Mishbetzot Zahav qu'on avait parlé au début de la montée. Ben Parashat HaChoshen ou Parashat Ephod, que c'était un passage qui nous était placé de manière très particulière entre le passage qui nous parle du Choshen, celui-là, et le Rishon qui nous parlait du Ephod. Velo Perash et Sorkam vet Mekomam. Et si vous vous souvenez bien, dans ce passouk-là, on avait simplement vu l'ordre de fabriquer ces Mishbetzot Zav, ces chatons d'or, mais on nous avait dit ni leur utilité, ni leur remplacement. Arshav, Mefaresh, ici on t'explique, Sheitka Baem, qu'il faut fixer dans ces chatons-là, raché à avotot, les extrémités des chaînettes tressées, à techuvot betabaot, qu'on a fait passer dans les anneaux à Choshen, du Choshen, les yamin ou l'ismol, à droite et à gauche. Et celle à savar, près du cou. Chaîné raché chercherot à yemanit, les deux bouts de la chaînette qui était placée à droite, toké abamish betzet shel yamin, était fixé dans le chaton qui était mis à droite, vechen beshel small, et la même chose pour la gauche, chaîné rachim, les deux bouts, charcheret, hasmalit, de la petite chaîne de gauche. Venatata, et tu mettras hamish betzot, les chatons, al kitfot aifot, fixé sur les épaulettes du ephod, achad bezou, ve achad bezou. Une là et une là. Nimtseu kitfot aifot, donc les épaulettes du ephod, marzikin, c'est eux qui tenaient et achoshen, le pectoral chez l'oïpol, qu'il ne tombe pas. Ou baem ou taloui, et lui il était accroché le choshen, à donc ses épaulettes du ephod. Ve'adaim sefat achoshen atartona, mais il reste que l'extrémité inférieure du choshen, olechet, elle va librement, ou ba'a, et donc elle pouvait aller et venir, aller et venir. Veno keshet al kereso, et donc ça frappait le choshen, frappait au niveau de son ventre. C'est pas très grave que ça frappait, mais ça veut dire que c'était pas fixe. Venat vukalo yafé, et donc c'était pas fixé convenablement. Les kachutzrach od, c'est pour ça qu'on a eu besoin de jeter tabaot, deux anneaux les tartito, en bas du choshen, kemo, chez Mefaresh veoler, comme ça va être expliqué à la suite. El moul panav, donc ce éphod, il devait être au devant de sa face, shel éphod. La face de qui? Du éphod. Chez l'oïten amishbetzot be'ever aketfot, qu'il ne faut pas mettre les chatons sur le côté des épaulettes, chez klapé ameil, qui est contre le meil, c'est un autre habit du Kohen, et là ba'ever aelion chez klapé achutz. C'est-à-dire qu'on devait faire que ça soit du côté du haut, mais vers l'extérieur. Donc, ça ne devait pas être retourné de manière à ce que ça soit fixé avec la face, entre guillemets, du choshen vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Veu karoui moul panav chez l'éphod, au devant de la face du éphod. Qui auto est vert, car le côté chez noniré que l'on ne voit pas, qui n'est pas visible, et no karoui panim, n'est pas appelé panim face. Donc ça devait être fixé au éphod par le haut, pour l'instant on n'a pas vu par le bas, de manière à ce que ça soit visible comme la face, vers la face du éphod. Donc maintenant nous allons étudier comment le choshen était fixé par le bas au haut de la ceinture du éphod. Encore une fois, essayez de vous imaginer, le éphod c'est donc ce tablier qui est à l'arrière du Kohen Gadol et qui est replié au niveau des hanches du Kohen Gadol, fermé par une ceinture. De ce éphod partent deux bretelles à l'arrière, qui couvrent une partie du dos du Kohen Gadol et qui remontent par devant au niveau des épaules du Kohen Gadol. Le haut du choshen était fixé à ses épaulettes. Le bas, pasuk rava ve'asita, et tu feras chete taberot zav, deux anneaux d'or, fais samta otam, et tu vas les mettre al shene ketzot choshen, aux deux extrémités du choshen, al sefato, sur son bord, asher el ever a ephod, qui se trouve
de l'autre côté du éphod, baïta à l'intérieur. Donc a priori, les mots de la Torah sont assez mystérieux. Rashi va nous expliquer de quelle manière il fallait placer ces anneaux et surtout où. Pasuk Chavav, donc Rashi, al shedne ketzot achoshen, en shete peotav, ce sont les deux angles atartonotes inférieurs, les yamin ou les small, à droite et à gauche. Donc, on imagine le choshen, le pectoral, on est dans l'extrémité là inférieure du choshen, et là-bas on devait fixer deux taberot, deux anneaux. Al sefato asher elever aefod baita, are lechash nesimanim. Tu as deux indications ici. Aechad la première, sheyitnem bishne ketzot shel tartito, qui va mettre ces deux anneaux aux deux extrémités du bas, sheu keneged aefod, qui est face au éphod. Pourquoi? Chez Eliono eno keneged aefod, parce que le haut du choshen n'est pas appelé face au éphod. Share samuch la tsavaru, puisque le haut du choshen, le haut du pectoral, est à peu près au niveau du cou. Va éphod natulan motnav, alors que le éphod est mis au niveau des reins. Donc c'est pas du tout face. Ve'od natan siman, encore une autre indication. Chez lo igbaem, qui ne devait pas les fixer, be'ever achoshen, sur le côté du choshen, chez klapé achutz, vers l'extérieur. Et là-bas, ever, mais sur le côté chez kaplé pnim, qui se trouve vers l'intérieur. Chez Nema, comme c'est marqué, baïta à l'intérieur. Ve'oto a ever, ou les tzada ephod. Et donc ce côté-là, duquel on parle dans ce pasouk, c'est vers le éphod. Pourquoi? Parce que chez Chesheva ephod, la bande, c'est-à-dire la ceinture du éphod, Chogro à Kohen, le Kohen, il la met tout autour de ses hanches. Venikpal à Sinar, et le tablier, ça veut dire le éphod, il est replié, l'ifne à Kohen, à l'avant, devant le Kohen, al-motnav, un petit peu au-dessus de ses hanches, ou tzad kereso, et ça recouvre une partie de son ventre. Mikan, de là et de là. Ad keneket ktsot achoshen, donc ça devait être replié jusqu'à que ça atteigne l'extrémité inférieure du choshen, ou ktsotav shorfim alav, et donc la fin du choshen, la partie qui se trouve tout en bas du choshen, devait reposer sur cheshev haephod, sur la ceinture du éphod, et être fixé par le bas à la ceinture du éphod. Pasuk chavzain, ve'asita, et tu feras acheter ta berotzav, deux anneaux d'or, venatata otam, et tu les mettras al shete kitfot haephod, sur les deux épaulettes du éphod, mi les mata par-dessous, mi moul panav, au devant de sa face, les umat proches, marbarto de l'endroit où on va l'attacher, mi me'al, au-dessus, les cheshev haephod, de la ceinture du éphod. Alors, ici, encore une fois, on va préciser grâce à Rashi exactement de quelle manière on devait fixer ces deux autres anneaux. Là, on nous parle d'autre chose. Pasuk ravzain malchete kitfot haephod milemata. On parle des épaulettes, en dessous. Shamish betzot, donc ces chatons, netunot, ils étaient placés, beraché, kitfot haephod haelionim. Ils étaient placés dans les épaulettes du éphod en haut. Abaim al-ketefav, qui est arrivé au niveau des épaules, keneged grono par rapport au niveau de sa gorge. Venik palot, mais elle se repliait, veyordot les fanave, elle descendait par le bas. Maintenant, veatabaot, et les anneaux, tziva liten, il a ordonné de les mettre, beroshan hasheni, à la deuxième extrémité des épaulettes, sheu mechoubar la éphod, puisque ces épaulettes, en vérité, c'était comme, aujourd'hui on dirait des bretelles. Une partie était attachée au éphod et une partie remontée par l'avant. Là-bas, il y avait les mishbetzot qui nous permettaient d'attacher le haut du choshen, la partie supérieure du choshen, au éphod. Maintenant, l'autre extrémité de ces bretelles, elles étaient à même le éphod. Elles étaient une seule chose avec le éphod. Veush Neymar, c'est ce qui est marqué, les umat marbarto, à proximité de l'endroit où elles sont rattachées. Samour limkom chiburam baephod, tout près de l'endroit où ils étaient cousus, où ils étaient attachés au éphod, milemala minachagura, juste au-dessus de la ceinture. Meat un tout petit peu. Là-bas, shamar beret leumatachagura, parce que le point d'attache de ces bretelles avec la ceinture du éphod, c'était donc à cet endroit-là. Et bien, à cet endroit-là,
Donc vous imaginez le dos du Kohen Gadol, vous imaginez la ceinture qui l'entourait, et puis vous voyez les deux bandes, les deux bretelles qui partent à partir du dos. À ce niveau-là, il y avait deux tabeot zav. Vehelu netonim me'at begova, elles étaient placées, ces anneaux, un petit peu plus haut, zekifat akitfot, de l'endroit où les bretelles, les épaulettes commençaient à monter dans le dos. Ou chez Neymar, c'est ce qui est marqué mime'al lecheshev haifot, au-dessus de la ceinture. Donc au-dessus de la ceinture, on avait ces deux bandes qui partaient à partir du bas du dos et qui remontaient dans tout le dos et qui atteignaient les épaules du Kohen Gadol pour descendre un petit peu au niveau du cou. Donc pas les extrémités au niveau du cou, mais les extrémités de l'autre côté, celles qui sont attachées au éphod, pour être plus exact, à la ceinture du éphod. Là-bas, il y avait deux tabaot. VM keneget sauf à Choshen, et donc ça correspondait à la fin, à la lisière du Choshen. Et là-bas, venoten petil techelet, on faisait passer un bleu azur, un fil de bleu azur, beotan tabaot dans ces anneaux, ou ve tabaot à Choshen, et ainsi dans les tabaot du Choshen. Et donc, il y avait deux anneaux au niveau du bas des bretelles des kitfot à éphod. Il y avait deux anneaux en bas du Choshen, et on les attachait avec petil techelet, avec un fil de bleu azur. Verochsan beoto petil, les yamin ou les small. Et on les attache avec le même fil, attention, à droite et à gauche. Pas un fil pour la droite, un fil pour la gauche, le même. Chez lo yie tartit à Choshen, de manière à ce que l'extrémité du Choshen, la plus basse, la lisière du bas, ne soit pas olech lefanim vechoser leachor, aille en avant et en arrière, venokesh al kereso, et que ça lui frappe au niveau du ventre. Venim tsameyushav ala meil yafé, et donc on va trouver que le Choshen, il soit très très bien fixé sur la tunique grâce aux attaches qu'on avait fait en haut et aux attaches qu'on avait fait en bas. Rashimi mulpanav ba'ever achitson, c'est du côté extérieur, celui qu'on ne voit pas. Pasuk chafret, vaïr kesu, et ils attacheront être hachoshen, le pectoral, mi tabeotav, par ses anneaux, el tabeot à éphod, aux anneaux du éphod, biftil techelet, avec un fil d'azur, liot, pour qu'il soit al cheshev haïfod, fixé à la ceinture du éphod, velo yizach a choshen, et le choshen ne va pas bouger, yizach, me'al haïfod du éphod. Il va rester fixé au éphod. On a vu dans le détail, dans le Rashi précédent. Rashi vaïr kesu, leshon chibour, ça veut dire attaché. Vechen, ainsi c'est marqué dans Teilim, meruch se ish. C'est quoi meruch se ish? C'est Chabura Chevle Rechaim. C'est une bande de méchants, une bande de malfaiteurs. Comment on appelle une bande? Merourse. Ça veut dire qu'ils sont attachés ensemble, ils sont liés ensemble. Vechen. Et ainsi c'est marqué Varechassim les Bik'a. Ce sont des collines qui sont resserrées. Arim Hasmuchim Zelazé. Donc ce sont des collines les unes à côté des autres. Ils sont comme attachés les unes aux autres. Shiev Char les Red Lagaï sont tellement rapprochés les unes des autres qu'on ne peut pas descendre dans la vallée chez Benem qui les sépare. Et la Beko chez Gadol, c'est très difficile. C'est un pasouk dans Ishaïa. Chez Mitor, Smichatan, qu'ils sont tellement proches, les collines, Hagai Zekufa va Amuka. La vallée, elle devient très abrupte et profonde. Yé les Bikat Mishor Venocha l'air, et ce sera pas comme une plaine qui est aplanie et qui est facile à marcher. En tout cas, qu'est-ce qu'il veut ce Rashi? Vaïr Kesu, ça veut dire qu'ils sont attachés. Liot al cheshev haïfot, liot al choshen, pour que le pectoral d'avou qui soit fixé fortement, el cheshev haïfod, à la ceinture du éphod. Vélo Isach, c'est quoi Isach? La shon nitouk, ça va pas se détacher. Fait la shon araviou, l'étymologie de ce mot, c'est de l'arabe, qui est d'ivre Dunash, ben lavrat, comme les paroles de Dunash ben lavrat, qui était un spécialiste de la grammaire hébraïque qui vivait à l'époque du Xe siècle. Et donc lui aussi, il a beaucoup travaillé l'étymologie des mots. Nous allons maintenant étudier le Pasuk Lamed. Le Pasuk Lamed nous parle des Urim Vetumim. Pasuk Lamed. Venatata, et tu donneras El Choshen à Mishpat, à l'intérieur du Choshen, du pectoral à Mishpat, et ha Urim Vetatumim.
les Urim et Tumim. Alors les Urim et Tumim, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le Ramban, le Nachmani dit Sod Masour les Moshe Mipi Agvura. C'est un secret qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu d'écrire l'intégralité du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un nom qu'on appelle le Shem Mab avec 42 lettres. Là, il y a le Shem Ab avec 72 lettres. C'était quelque chose de très très kadosh. Maaseh Shamaim nous dit le Ramban, quelque chose d'ordre céleste. Moshe Rabbeinu donc a pris ce qu'il avait écrit et il l'a placé à l'intérieur du Choshen HaMishpat. Étant donné que le Choshen HaMishpat, c'était donc ce tissu qui était tissé avec ses fils d'or, de bleu azur, etc., etc. Une fois qu'on le repliait à l'intérieur, on mettait les Urim Vetumim. On va voir que les Urim Vetumim nous permettaient, par exemple, de savoir est-ce qu'on devait aller à la guerre contre nos ennemis ou pas. Au temps du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple, on va voir qu'il va manquer cette chose-là, cette Urim Vetumim. Urim Vetumim, ça veut dire que ça nous permet d'avoir la lumière, ça nous permet de Tumim, de rendre les choses simples, tam, puisque ça nous éclairait dans nos décisions. Donc, Venatata el Choshen HaMishpat, tu devais mettre dans le Choshen HaMishpat, et Urim Vetatumim, les Urim Vetumim. Ve'ayu alev Aaron, ils seront sur le cœur d'Aaron, Bevo lifnei Hashem, lorsqu'il viendra devant Dieu. Venasa Aaron, et Aaron portera et Mishpat Bnei Israël, donc le jugement des Bnei Israël, al libo, sur son cœur, lifnei Hashem, devant Hashem, tamid, éternellement. Le Rambam, Maïmonide explique comment on demandait au Urim Vetumim, comment ça se passait. Le Kohen se tenait debout, le Kohen Gadol se tenait debout et son visage était devant l'Arche Sainte. Celui qui posait la question était derrière le Kohen lui donnait dos et celui qui posait la question, il disait par exemple, est-ce que je dois monter faire la guerre ou pas? Il ne demandait pas à voix haute, il pensait, et il devait quand même prononcer des mots à voix très très basse, comme un petit peu lorsque l'on fait la Hamida. Et là, le Ruach HaKodesh venait sur le Kohen, il regardait le Choshen, et avec les lettres qui s'éclairaient, il pouvait voir la réponse, ou bien vas-y, ou n'y va pas. Et le Kohen lui disait, vas-y ou n'y va pas. Donc par exemple, dans le Ilchot Kelei Hamikdash, le Rambam prend le mot aller, est-ce que je dois monter, ou bien, est-ce que je dois monter, ou bien, lo aile, je ne dois pas monter, et le Kohen lui répondait aller, monte, ou bien lo ta'ale. Rashi Lamed et Taurim Vetatumim ou Ktav, c'est l'écriture Shema Mefurash du nom divin entièrement, Shaya Notno, qu'on le mettait Betor, Kifle à Choshen, à l'intérieur des plis du Choshen, Shal Yado, car grâce à ces Urim Vetumim ou Meir Devarav, ça éclaire ses paroles, ou Metamem et Devarav, et il confirmait ses paroles. Il les rendait simples et claires pour celui qui posait la question. On ne pouvait pas poser au Urim Vetumim toutes les questions qu'on voulait, c'était que des questions d'ordre national. Ou Vemikdash Sheni, dans le deuxième temple, Haya Achoshen, il y avait le Choshen, Shei Efshar le Kohen Gadol Yod Mechusar Begadim, car il était impossible qu'un Kohen Gadol puisse servir Mechusar Begadim en manquant d'habits, donc il fallait tout préparer les habits du Kohen Gadol, qui étaient au nombre de 8, Aval Oto Hashem Lo Haye Betocho, mais le nom divin, le Urim Vetumim n'était pas à l'intérieur du Choshen, Val Shem Oto Haktav, et c'est par rapport à cette écriture-là, des Urim Vetumim ou Karouim Mishpat. Il est appelé jugement. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vesha Allo Bemishpat Aurim. Il demandera, donc la loi Bemishpat Aurim, le jugement des Urim Vetumim. Donc au Beth Amikdash, il manquait 5 choses. Une des choses qui manquait au Beth Amikdash, c'était le Ruach HaKodesh. S'il n'y avait pas de Ruach HaKodesh, il n'y avait pas d'utilité à mettre les Urim Vetumim. Donc au deuxième temple, nous n'avions pas le Urim Vetumim, comme d'ailleurs nous n'avions pas le Aaron,
l'arche de l'alliance. Et mishpat ben Israël, davar. C'est une chose chez em nishpatim, qu'ils puissent être jugés, venochachim al yado, et qu'ils puissent prendre des décisions grâce à lui. Im la sod davar, olo la sod davar. Est-ce qu'on doit faire telle chose ou pas? Ou les filles Midrash Agada, selon le Midrash Agada, Shachoshen mechaper, que le Choshen servait d'expiation al me'avete adin, sur les mauvais jugements, nikra mishpat, il est appelé jugement, al shem selichat mishpat, sur le fait qu'on soit pardonné sur le mishpat. Urim vetumim n'existe plus déjà depuis le premier temple, et les Urim vetumim, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on a besoin pour comprendre et clarifier certaines décisions dans des moments difficiles de l'histoire du peuple juif. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain pour l'étude du Shlishi.